L'échiquier international, soyez les bienvenus. Nouveau massacre commis par l'armée d'occupation sioniste en bombardant les tentes des personnes déplacées à Rafah au sud de la bande de Gaza. Au moins 30 victimes à déplorer, 50 blessés dans la région ouest de l'enclave. À Gaza City également, l'aviation sioniste a largué des tonnes de bombes, si bien que le quartier populaire El-Shati est littéralement rayé de la carte. 50 Palestiniens tués ainsi que de nombreux autres sous les décombres. Le Nord-Liban également n'échappe pas à la violence sioniste, visée également par une attaque aérienne. Les États-Unis, de leur côté, craignent qu'en cas de guerre ouverte avec le Liban, le système de défense aérien de l'armée d'occupation sioniste, y compris le fameux dôme de fer, ne soit pas capable de faire face à l'arsenal militaire de missiles et de drones du Hezbollah. On ne s'y trompe pas. Les sionistes visent les civils pour faire augmenter la pression sur la résistance. C'est tout aussi vrai au Liban qu'à Gaza. La violence des bombardements prouve que la résistance répond au-delà de tous les pronostics militaires sionistes. On a appris par exemple, d'après les médias, Haaretz par exemple, que l'armée d'occupation avait essuyé une sévère riposte contre son quartier stratégique à Rafah. Il y aurait d'ailleurs même des morts et des blessés, mais nous n'avons pas plus ample précision. En tout cas, on fait le point de toute cette situation avec notre invité du jour, et c'est maintenant. Effectivement, on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. Gaza, le Liban et autres sujets connexes, puisque les événements qui traversent ces deux territoires ont des répercussions tout naturellement, non seulement sur la région, mais également sur le monde. Ce n'est pas exagéré que de le dire, comme on va le voir avec notre invité du jour. Il s'agit de Aïssa Midani, qu'on reçoit aujourd'hui avec plaisir. Analyse politique, auteur, conférencière. Et vous réagirez à Aïssa Midani depuis Damas. Mais avant tout, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs d'AL 24 et puis merci de votre invitation et surtout bonsoir aussi à l'ensemble de l'équipe, de votre équipe AL 24. Alors, Aïssa Midani, on en parlait juste avant le lancement de l'émission. Vous me disiez que Damas, vous faisiez remarquer que Damas n'est pas très loin de Beyrouth et on sait que des bombardements s'effectuent, peut-être à l'heure où on parle, sur Beyrouth et forcément la situation, l'environnement à Damas est propre à l'inquiétude. Comment se passent les situations sur place? Comment est l'environnement? Est-ce que l'inquiétude est de mise? Donnez-nous la température à Damas. La température déjà du climat, il fait très chaud, il fait 41 degrés à l'ombre, donc c'est assez chaud, même très chaud. D'autre part, effectivement, je peux dire quand même que la Syrie, le peuple syrien, avec la résistance palestinienne et la résistance libanaise, il est toujours très lié de cœur. Et nous savons aussi que la résistance libanaise, elle est aussi très présente en fait avec nous. Et aussi, en fait, aujourd'hui, les Israéliens commettent des actes d'agression aussi bien sur le sud Liban. En fait, c'est des pluies de bombes qui tombent sur les villages du sud Liban et en même temps que les pluies de bombes sur Gaza. Occasionnellement, aujourd'hui, il y a eu aussi une attaque américaine sur la ville euh, euh, de la ville à l'est de la Syrie, en fait, aussi. Donc, à l'est, en fait, dans la ville de... Ah, je me rappelle plus son nom. Oui, c'est-à-dire en fait, C'est une frontière avec l'Irak, hein, et où il y a une base américaine qui est pas loin, c'est la base Altan. Donc voilà, c'est très chaud, l'ambiance est très chaude dans le secteur, surtout aussi après les inquiétudes qui ont été soulevées israéliennes en fait après ou la mise en garde, je dirais, par Samahat Sheikh Nasrallah aux Israéliens
par l'envoi du drone qui s'appelle Al-Hudhud. C'est le nom d'un oiseau, en fait. Oui, d'un oiseau qui est cité dans le Coran. Toutes les situations, toutes les positions stratégiques importantes d'Israël sont sous le feu de Hezbollah, s'il le veut. Donc, aussi bien les positions industrielles importantes, les sites industriels importants, comme l'industrie Raphaël, les sites importants du port de Haïfa, où il y a aussi production de pièces détachées pour l'armement, où il y a aussi les réserves de pétrole, les réserves de combustible. Effectivement, ce drone, il a fait des voyages d'heures entières en filmant et en prenant des images, mais aussi en montrant que c'est sous contrôle. En fait, ce film de 9 minutes a été exposé et a présenté, à mon avis, à la vue de beaucoup d'analystes et beaucoup même de stratèges, que a constitué quand même un point important d'augmentation en fait de la tension, pas de la tension, mais surtout un point important dans la mise en garde, où les Israéliens commencent à craindre effectivement une guerre ou une certaine confrontation avec le Hezbollah, à tel point que des responsables militaires israéliens, nous n'avons absolument pas la force de faire face à Hezbollah. Il faut surtout pas aller en guerre et on n'a pas la force de faire face à deux résistantes, une au nord pour le Hezbollah et au Liban, donc, et une qui est dans le sud à Gaza. Donc, ceci fait pratiquement le paysage de la situation actuelle, mais avec une augmentation de tension et puis Alors, Aïssa Medani. Justement, on revient à Gaza, on va parler naturellement du Liban et de la situation qui est synonyme de pratiquement, on est au seuil d'une guerre ouverte avec l'entité sioniste, voire même au-delà. On va en parler, mais on s'arrête un petit instant sur la situation à Gaza. Alors, les sionistes de plateau, les sionistes sur les plateaux télé en Occident qui expliquent que le massacre de Palestiniens serait la légitime défense. Et pourtant, un autre écho commence à être diffusé et ça émane par exemple de Gideon Levy. Gideon Levy, vous savez, c'est un journaliste et écrivain sioniste et surtout membre de la direction du quotidien Haaretz, qui a le quotidien qui a révélé que les soi-disant massacres donc imputés au Hamas, soi-disant les bébés, tout ce qui est exaction sur les civils sionistes était de la supercherie, une fabrication c'était de l'intox. Oui, ça a été démenti clairement, effectivement. Voilà, regardez ce que nous dit Gideon Levy, je vous lis rapidement sa citation. « La destruction, le massacre, la famine et le siège dans des dimensions si monstrueuses ne peuvent plus être expliqués ou justifiés, même par une machine de propagande efficace comme la Hasbara. Outre des terribles souffrances sionistes qu'il ne faut pas sous-estimer, la bande de Gaza est aujourd'hui le théâtre de souffrances bien plus grandes. Elles sont d'une ampleur énorme et provoquent le désespoir. Elles n'ont pas d'explication et n'en ont pas besoin. Il suffit de lire les rapports provenant de Gaza et diffusés dans le monde entier, à l'exception d'un minuscule État dont les yeux sont fermés et le cœur scellé. On le voit, il y a des ressentiments ou des ressentis qui émanent de plus en plus de l'entité sioniste et on sent que la tension commence aussi à peser de ce côté de la société sioniste, Aïssa Medani. On sent que la tension va être longue. Il y a une grande division et un craquellement en fait dans la structure à la fois du gouvernement. Je rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs généraux qui ont démissionné, que aujourd'hui, que Netanyahou a dissous
le conseil de guerre, que il y a de plus en plus de manifestations dans les rues aussi qui demandent la démission de Netanyahou et qui voient venir en fait la fin d'Israël en disant bon, cet homme va nous mener jusqu'à la fin, donc il faut nous débarrasser de lui, faites tout ce qu'il faut pour nous débarrasser de lui. Avant, il réclamait en fait essentiellement le retour des détenus en fait les otages entre guillemets qu'ils appellent les otages du Hamas. Et donc là maintenant, de plus en plus, il s'oriente pour débarrasser le pays de Netanyahou qui le mène à la ruine et qui est devenu fou et qui a perdu la raison. Il y a un autre aspect aussi, Aïssa Midani. C'est vrai que Gideon Levy donc, représente un peu la gauche sioniste qui est, on va le dire, anti-guerre. Il trouve que on a dépassé les limites du nommable, puisqu'on parle ouvertement, la juridiction internationale parle de génocide. Mais Gideon Levy donc, est une exception. Il y a par exemple un rabbin qui illustre un autre courant au sein de l'entité sioniste, qui avait tenu en mars des propos qu'on qualifierait d'extrême droite. Alors ce rabbin, selon la loi religieuse et d'après lui, exige le meurtre de toute la population de Gaza, y compris des bébés, des personnes âgées. Une plainte a été déposée par les tribunaux sionistes qui l'ont classé sans suite. C'est tombé aujourd'hui, c'est le journal Haaretz qui donne donc l'information. Rien d'inhabituel, Aïssa Midani. J'en parle parce que également le projet sioniste de Netanyahou est porté par ce type de personnes qui sont aussi membres de son gouvernement, mais qui ont aussi un ancrage très profond au sein de la société sioniste. Tout à fait. Puis on sait quand même qu'au sein de ce gouvernement, il y avait des gens qui voulaient qu'il y ait la bombe atomique qui soit balancée sur Gaza. Et il y a toujours des gens qui disent que de toute façon ce sont des animaux et il faut les traiter comme tels. Et donc et d'autres qui disent exterminons-les tous, et puis d'autres qui disent de toute façon les enfants il faut les tuer parce que de toute façon ce sont les terroristes de demain, etc., etc. Donc les propos ils sont là, tout le monde les connaît, ils ont été dits devant tout le monde à la télé, à la radio, etc. Et ce sont leurs propos habituels. Entre Ben Gvir, Smotrich et les autres, et puis ce rabbin ne fait absolument pas exception. Alors il s'agit, il s'agit dire quand même que Ben Gvir pousse les colons, il les arme, ils arment les colons et ils les poussent à attaquer tout ce qu'ils peuvent attaquer parmi les Palestiniens, les maisons, les gens dans la rue. D'ailleurs, maintenant l'offensive aussi en Cisjordanie, elle est vraiment d'une violence inouïe vis-à-vis de la population, puisque toutes les nuits, les quartiers d'habitation sont violés par l'armée ou par des colons avec l'aide et sous la protection de l'armée. Alors justement, Aïssa Midani, on va s'arrêter sur les exactions de ces colons et je voudrais qu'on revienne rapidement, on va illustrer les propos de ce rabbin. Donc il s'agit de Eliyahu Mali qui a tenu donc des propos qu'on vient de citer qui sont qui dénotent de l'essentialisme donc sioniste. Donc justement, on a des images où on voit les propos de ce rabbin qui illustrent la situation non pas à Gaza mais à Jenin. C'était ce matin. Alors on accuse la population palestinienne d'utiliser parfois des civils en tant que bouclier humain. On regarde, on va voir que l'armée sioniste fait surtout ce qu'elle reproche aux autres de faire. On regarde. Alors on voit des soldats donc de l'occupation sioniste ont kidnappé un civil aujourd'hui à Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, et l'ont attaché, comme vous le voyez, sur le capot de leur jeep militaire pour faire office de bouclier humain. Aïssa Midani, donc c'est en Cisjordanie occupée où la gestion normalement, en principe, est confiée à l'autorité palestinienne.
et non pas au Hamas. En Cisjordanie, oui, bien sûr, c'est normalement oui. Mais en réalité, on voit comment les Israéliens se baladent partout et violent partout, effectivement, les maisons, les domiciles, etc. Je voudrais quand même ajouter un détail. Ces personnes-là, ce jeune qui est baladé sur le capot de la voiture est un jeune qui a été blessé et qu'ils ont mis sur le capot de la voiture et le baladé comme ça, en empêchant les cadres de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge palestinien de l'ouvrir, et puis en le baladant comme ça jusqu'à sa mort. Et il faut dire que c'est une pratique très courante de l'armée israélienne aussi, et des Israéliens et des colons, qui est de blesser quelqu'un, d'empêcher les secours d'arriver, et puis de le laisser mourir à mort lente, comme ça, en souffrant de cette blessure et avec l'hémorragie de cette blessure. C'est une horreur, en fait, totale qui est pratiquée par cette armée dite la plus humanitaire, la plus démocratique, la plus morale. Tout ça, tous ces propagandes, tous ces masques tombent maintenant. De toute manière, ils tombent et le monde voit la réalité de cette occupation. Il faudrait peut-être faire aussi tomber d'autres masques. C'est vrai il est clair que l'entité sioniste, ça donne un génocide, tout le monde le dit, même l'ONU. Mais comment vous expliquez également le silence ou le masque, pour employer votre métaphore, le masque de la couardise des États arabes? Oui, en fait, il y a aussi ça, mais en fait, moi, ce que je voudrais dire aussi, en plus des Israéliens, en fait, de cet État fantoche d'Israël, c'est tous les pays qui les soutiennent. Il y a les Américains et tous les pays de l'OTAN, toutes les usines et les industries qui continuent à armer Israël aussi, toutes les entités et les compagnies qui continuent à traiter avec Israël, mais aussi les pays arabes qui ne dénoncent que du bout des lèvres ces gestes et qui ne font rien en apparence, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites aussi en dessous de la table. En fait, tous ces pays arabes comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, on voit que les Émirats Arabes Unis, par exemple, ils font d'abord plutôt avec Israël. Le Qatar, il joue le médiateur. Et c'est par contre, effectivement, les seuls pays arabes qui soutiennent, c'est le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Algérie, bien sûr. Mais aussi maintenant, en fait, quand on voit le Maroc qui a joué un rôle important dans dans la normalisation entre guillemets des rapports avec Israël et qui a même envoyé 3500 Marocains d'origine juifs marocains, israéliens d'origine marocaine qui se battent contre les Palestiniens en Israël. On voit quand même que le peuple réagit très très violemment, aussi bien donc pour couper les relations avec Israël, pour arrêter tout ce processus de normalisation et pour que le Maroc reprenne sa place normale dans le camp arabe de soutien donc aux Palestiniens. Un autre pays qui est dans ce style, c'est aussi la Jordanie, où la Jordanie, la population, elle manifeste, elle fait des barrages aussi tous les jours et il y a vraiment des confrontations avec la police tous les jours pour que l'État jordanien cesse sa collaboration avec l'État d'Israël et qu'il ouvre les portes aux peuples, aux Jordaniens qui veulent se battre aux côtés des Palestiniens pour y être. Et c'est surtout ouvrir les portes aux aides alimentaires pour arriver à Gaza. Aïssa Midani, pardonnez-moi. Aïssa Midani, alors on revient au Liban si vous voulez bien. Beyrouth n'est pas très loin de là où vous êtes, 150 km, vous me disiez avant qu'on lance notre discussion. Hassan Nasrallah a averti qu'il riposterait et surtout il a menacé Chypre,
car l'île serait sur le point d'accueillir ou accueillerait déjà des bases militaires sionistes dont le but serait de cibler donc le Liban. Désormais, on le voit, la tension pourrait englober Chypre, c'est-à-dire englober le seuil des portes de l'Europe. C'est étonnant. Dire que l'appétit israélien vise Chypre aussi parce qu'il y a tout un tas de territoires, de terres et d'immeubles qui ont été déjà achetés par les Chypriotes et par les Israéliens à Chypre. Il y a un port qui a été aussi acheté par les Israéliens. Il y a eu des manœuvres israéliennes et des entraînements qui ont été faits à Chypre avec sur une morphologie de terrain qui ressemble étrangement à celle du Liban. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement Samahat Sheikh Nasrallah c'est pas des choses des paroles en l'air, c'est-à-dire c'est pas des paroles gratuites. C'est basé sur du concret, sur la réalité. Et en fait, de ce fait-là, effectivement, il était question, et il a mis en garde effectivement Chypre. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, même la Grèce a aussi fait des propos de ce type, en fait, de collaboration avec Israël dans le cas où il y aurait une confrontation. Donc là, c'est très important. Il faut savoir que toutes ces îles de la Méditerranée ont une morphologie de terrain qui se ressemble et que et qu'elles sont visées aussi par les Israéliens pour se les approprier en fait, pour une sorte de colonisation masquée. Alors on va tenter de terminer avec une note positive, même si c'est compliqué et difficile. Oui, effectivement, c'est un génocide. Effectivement, il y a de la famine, la destruction des morts, beaucoup de morts. On frôle les 40 000 morts officiellement, sans parler des 10 000 sous les décombres. Mais il y a des éclaircies d'espoir, et ce n'est pas déplacé que de le dire. Le peuple palestinien est le peuple de la résilience. Preuve en image, on regarde. Normalement, on verrait des belles scènes de la reconstruction de l'hôpital d'El Shifa, voilà. Non, pardon, c'est l'hôpital d'El Shifa après les bombardements. On le voit, Aïssa Al-Midani, c'est aussi ce type de message qui est envoyé, c'est ce type de message aussi qui est synonyme de résistance. Raza renaît de ses cendres, tel le phénix, et c'est un message envoyé à ces génocidaires sionistes, c'est-à-dire que tant qu'il y aura de la vie, il y aura de la résistance, et tant qu'il y aura de la résistance, les Palestiniens s'enracineront encore chez eux, c'est-à-dire leur terre de toujours, la Palestine. De toute façon, le message, c'est effectivement les Palestiniens sont un peuple vivant et qui va vivre et que ce sont les Israéliens qui vont être obligés de partir parce que la terre n'est pas la leur et que tout agresseur finira par être balayé et que toute colonisation sera terminée de toute manière. L'histoire le montre clairement, la colonisation est finie, sera finie et c'est en voie de disparition. Ça veut dire que aussi tous les colons qui refusent de vivre l'égalité, la citoyenneté avec les Palestiniens seront obligés de partir parce qu'en fait ils sont animés d'un tel esprit de supériorité, d'orgueil et de mépris du Palestinien que de toute façon, il est clair, ils ne pourront pas vivre avec en même temps, ensemble, et ils seront obligés de partir, soit ils acceptent l'égalité avec les autres dans un pays démocratique et où tout le monde est citoyen devant la loi et égal devant la loi, ou alors ceux qui ne l'acceptent pas partiront. Comme c'était le cas dans toutes les autres colonisations. On peut prendre le cas de l'Algérie, de la Tunisie. En effet. Merci Aïssa. Même de l'Afrique du Sud. Merci Aïssa Al-Midani. On arrive malheureusement à la fin de notre échange. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique, conférencière, auteur. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Et surtout faites attention de là où vous vous trouvez. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la suite des programmes sur Al24 News. Et quant à moi, je vous retrouverai donc demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.